le sujet est pas mal audacieux. On parle de big data maintenant depuis quelques années. Globalement, le buzz a eu lieu en 2013-2014. Et si vous vous souvenez, peut-être vous étiez là il y a 2 ans, la thématique de la RMS Conf était centrée autour du big data. Et j'ai souvenir en fin de journée de Jean-Christophe qui était un petit peu déçu, désolé, que finalement tous les sujets qui tournaient autour du big data en salle prospective -1 n'aient pas eu l'appétence. Il n'y avait pas autant de participants que ce à quoi ils s'attendaient. Et c'est peut-être parce qu'à l'époque, on était dans la notion de promesse, dans la notion de assez émergent, et on voudrait que ce soit tout de suite là, mais on ne savait pas vraiment comment ça pouvait se matérialiser. Et depuis, on commence à avoir déjà plus de startups et de solutions qui sont en place, qui sont proposées. Et en l'occurrence, on commence à voir des mises en pratique dans les entreprises. Et donc aujourd'hui, on va accueillir Véronique Carsanti d'Orange, qui va nous parler de la mobilité interne au sein d'Orange et comment elle a pu s'appuyer sur le big data. Et Caroline Savry, du groupe Randstad, où là, on va avoir une autre perspective de l'exploitation des données et plutôt sur une dimension plus ouverte, plus externe et par rapport au marché de l'emploi. Et je vais vous proposer de commencer par la dynamique un peu interne avec Véronique et Orange. Et quand on a interagi en préparant cette thématique, j'étais un peu dans on va dire, la croyance qu'aujourd'hui, il y avait des startups qui proposaient des solutions big data et puis qui allaient toquer à la porte des entreprises. Et puis, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Et je me disais, est-ce que ça a été le cas d'Orange? Est-ce qu'un jour, il y a une startup qui a toqué à la porte de l'entreprise, puis ils sont partis comme ça? Et donc, j'aimerais vous poser un peu la question de la genèse de ce projet de mobilité interne au sein d'Orange. Alors, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Alors, bonjour à tous. Effectivement, la question que je me posais, moi, quand j'ai pris le poste de... Parce que j'ai changé de poste, je pense qu'il y a marqué ex, ça fait un peu bizarre, mais j'ai changé de poste il y a un mois. Quand j'ai pris la direction du recrutement et des parcours chez Orange, moi, j'ai un profil un peu atypique et on se posait la question, c'est-à-dire que je n'ai pas un profil classique, j'ai fait plein de métiers et je trouvais intéressant de se dire que je ne devais pas être la seule. Et on se posait la question, on sortait de la crise de France Télécom, dont vous avez tous entendu parler, et je ne vais pas reparler ici, mais malgré tout, il y avait un vrai sujet autour de la mobilité qui était quelque chose d'un peu tabou, qui faisait peur. On avait peur des mobilités forcées, on avait peur de changer de filière, on avait peur de plein de choses. Et l'autre sujet, c'était que je trouvais qu'on parlait trop de métiers, qu'on parlait trop de silos. Et j'avais envie de changer cette dynamique-là et de passer de ce que j'ai appelé une dynamique des métiers à une dynamique des compétences. Et de me poser la question d'au fond, qui avec ses compétences peut prendre quel poste, et non pas parce qu'il a été commercial, il peut faire du commercial, ou parce qu'il a été juriste, il peut faire du juridique. J'avais vraiment envie de me baser que sur les compétences. Donc j'avais ça en tête, et un jour en effet, c'était le moment du big data, a tapé à ma porte une jeune start-upeuse qui commençait une start-up qui s'appelle Clustry et qui aujourd'hui a bien grandi. Mais à l'époque, elle faisait le tour des grands recruteurs du CAC pour savoir ce qu'on pouvait penser, nous, patrons du recrutement ou de la mobilité, puisque c'est un peu le même sujet malgré tout, de ces outils ou de ces solutions pour pousser la mobilité. Et donc, elle est arrivée avec un concept. Elle n'avait rien à me vendre, en fait. Elle avait juste une question à me poser sur est-ce que ça vous intéresserait si je vous fournissais quelque chose qui vous permettait, en effet, de mettre en relation des compétences de salariés avec des parcours et avec des offres de façon à ce qu'ils puissent se poser la question de dire « Ah bah tiens, j'ai telle compétence, je suis commercial, mais je peux aller faire beaucoup, beaucoup de choses autres ». Et effectivement, ça correspondait à ma réflexion du moment. Et donc, j'ai dit, ok, mais en même temps, revenez avec un truc à me vendre, quoi. Donc, c'est parti comme ça. Et elle est revenue un an après avec, en effet, le produit qu'on utilise aujourd'hui chez Orange. Donc, en fait, ça part du croisement entre un état d'esprit, une philosophie, et puis... C'est exactement ça. Après, ça s'appelle une rencontre. Hein. C'est un peu ballot, mais il y a vraiment de ça. Elle est arrivée à ce moment-là. En même temps, c'est un peu tout le génie de cette population de jeunes start-upers qui, effectivement, sont arrivés au moment où on avait besoin d'eux, quoi. Et comme moi, je me posais la question de sortir du SI classique énorme qu'on a dans nos grands groupes, j'avais vraiment envie de tester quelque chose de souple.
Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mais c'est vrai que c'est une rencontre, en effet. Ouais. Et donc là, concrètement, comment ça s'est mis en œuvre? Qu'est-ce que ça apporte aux salariés? Comment ils y accèdent? Concrètement, c'est-à-dire c'est compliqué parce que en fait, quand on lance un produit comme ça, il y a un grand moment de doute à l'intérieur de l'entreprise. Hein. Donc, c'est comment déjà arriver à faire adhérer à la fois les salariés, les managers recruteurs, ceux qui vont faire. Donc en fait, on a commencé par du POC, qui est du Proof of Concept, comme chacun sait, où on s'est dit, on va tester cette solution sur une population d'1 millier de personnes, qui étaient déjà des gens qui se disaient en mobilité, qui étaient des cadres supérieurs et qui avaient émis le souhait de bouger, et qui disaient justement, nous, on ne trouve pas de poste, comment on fait ouais, c'est pas vrai, la mobilité, elle est bloquée. Enfin, les éternelles choses qu'on entend dans nos entreprises. Et donc, on s'est dit, on va tester déjà le concept et puis on va tester l'outil aussi, hein, parce que malgré tout, un algorithme, c'est sympa, mais c'est pas une baguette magique. Donc, il faut le travailler. Il faut qu'on se pose des questions sur comment nous, on décrit nos offres pour que l'algorithme, il aille les lire. Comment on décrit les compétences de nos salariés. Comment on présente le sujet. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà expliqué de quoi il s'agissait. Donc si je vous l'explique rapidement, c'est un algorithme qui permet en fait de comparer des millions de parcours professionnels et d'en tirer finalement des grandes lignes. Vous et moi, Frédéric, on a très probablement fait peu de choses dans les mêmes métiers. Cela étant, on a au cours de nos courte mais longue carrière, développer des compétences qui pourraient nous permettre demain d'aller occuper le même poste. Si vous voulez, on change, tout à l'heure, on verra. Et l'idée, c'était celle-là, c'était de dire, finalement, faisons le pari que les compétences des personnes qui sont chez Orange, comparées avec des millions de parcours à l'extérieur qui ont les mêmes compétences, ça permet de se poser la question, de dire, je vais aller faire un autre métier. Le tout en lien avec les offres qui étaient ouvertes chez Orange à l'instant T. Il faut savoir que grosso modo, chez Orange, on a 1 millier d'offres internes qui sont ouvertes tout le temps. Un certain nombre de ces offres, on a du mal à les pourvoir. Donc ça permet aussi d'aller dire à des salariés, écoute, tu te poses cette question-là, cette question de mobilité aujourd'hui, ce poste auquel tu n'aurais pas pensé, regarde, tu as les compétences pour. Et en fait, la force de cet algorithme, c'est de dire, avec tes compétences, il y a X millions de gens ou X% de personnes qui ont les mêmes compétences que toi, qui ont fait ce job, donc tu peux y aller. Ça a marché. En fait, c'est un peu le discours de preuve est assez intéressant autour de ça. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait, donc il y a quand même beaucoup de com à faire. Nous, ça nous a appris des milliers de choses sur la façon d'écrire nos offres, en effet, parce que je vous raconte même pas, si vous lisiez une offre interne chez Orange à l'époque, il fallait quand même avoir fait 20 ans de boîte pour comprendre de quoi il s'agissait. Donc, les gens postulaient pas. Donc, ça a cette vertu de nous forcer à simplifier, à limiter le nombre de compétences et à mettre les bonnes compétences. Alors après, nous, on a fait un autre choix qui était de dire il y aura toujours un RH entre le salarié et, entre guillemets, la machine. De façon à ce que le salarié soit accompagné dans cette réflexion et qu'il n'ait pas l'impression qu'on le jette au milieu d'une mobilité où il ne va rien comprendre et où, au fond, ça aurait pu être nocif pour la solution Clustry elle-même, puisque il suffit d'un échec et malgré tout, c'est pas magique. Hein, donc, de temps en temps, il y a quelques propositions qui paraissent juste un peu aberrantes. Donc, on comprend pas très bien pourquoi on a les compétences pour faire ça. Par contre, ça peut s'expliquer. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des RH qui l'expliquent. Donc, moi, le choix que j'ai fait, c'est en effet de mettre ça dans la main des gens qui, chez Orange, font de l'accompagnement des transitions et qui, du coup, permettent aux salariés, de réfléchir à où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu voudrais faire. Et puis, le jour où ils appuient sur le bouton de « je postule », pouvoir expliquer pourquoi au manager recruteur, cette personne qui n'est pas le clone évident que le manager voulait pour remplacer la personne qui partait la veille, pourquoi cette personne a le potentiel à tenir le poste. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de travail en commun. Il faut aussi noter que Clustry a beaucoup appris avec nous aussi à rentrer dans nos process, changer des trucs, réfléchir autrement, etc. Donc en plus, c'est extrêmement, cross-fertilisant, où on apprend les uns des autres, et c'est vrai que ça a été assez intéressant pour ça.
Ce que je trouve intéressant aussi entre ce rapprochement algorithmique et accompagné à la fois par l'humain par rapport aux offres internes m'a relié en fait à ce que vous avez développé au sein de Randstad, où on est également sur cette dimension finalement visualiser un existant en utilisant les données. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ce que vous avez mis en place concrètement Donc, au sein du groupe Randstad, on s'intéresse évidemment en tant qu'intermédiaire de l'emploi à faire rapprocher en fait les besoins de recrutement des entreprises avec le marché de l'emploi. C'est ce qu'on fait de manière objective depuis 55 ans dans le groupe Randstad. Objective, oui, mais toujours avec la vision du consultant. En tout cas, le consultant qui essaye de pouvoir expliquer à son client que le conducteur routier qui fait de la messagerie intramuros dans Paris, c'est compliqué. Mais du coup, ça reste du conseil, ça reste une vision humaine de la chose. Et c'est vraiment ce qui est important pour nous. Mais ce qui est important pour nous aussi, c'est d'objectiver en fait le marché de l'emploi. C'est de donner aux recruteurs une vision plus factuelle de ce qui se passe sur le marché, une vision plus objective avec des chiffres qui permettent d'appuyer en fait le conseil du consultant Randstad. Donc en fait on s'est dit on a une bonne base de travail, nos 3 millions de CV sur notre base de données interne. On a une bonne base de travail qui est la recherche en fait des compétences de chaque candidat, puisque à chaque fois qu'un consultant Randstad recrute un candidat, il va pouvoir questionner le candidat sur ses compétences et rentrer les compétences dans le logiciel. Donc on avait une base de données de 1000 qualifications et 30 000 compétences qui servaient donc à faire le matching entre les besoins des entreprises et les candidats. Mais du coup, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer tout ça et valoriser ça en termes de perspective, en termes d'accompagnement des entreprises, en termes d'accompagnement des candidats. On s'est dit que la base interne, c'était une chose importante, mais que pour pouvoir objectiver davantage, il fallait qu'on aille chercher ce qui se passait à l'externe. Et donc, du coup, c'est là où on lie l'interne à l'externe dans le big data, où en fait, on va chercher, grâce à un Jobfeed, qui était notre partenaire sur le big data, l'ensemble des offres qui existent sur le marché de l'emploi, sur le digital. Et donc, toutes les semaines, aujourd'hui, on reçoit en fait l'ensemble des offres qui sont publiées sur le net et on l'incrémente dans notre base de données, qui va permettre de donner une vision de l'emploi par bassin d'emploi, par métier, par secteur d'activité. Ce qui permet, par exemple, de montrer à une entreprise, en plus du conseil que va pouvoir lui apporter le consultant Randstad, que dans un endroit spécifique, on a une problématique de recrutement et que pour pallier à cette problématique de recrutement, on peut avoir des passerelles de métiers, des passerelles de compétences. Et donc, dans ce big data, on va montrer et le tableau de bord de l'emploi qui permet d'avoir une vision et comment est-ce qu'on va chercher dans les métiers connexes, quelles sont les compétences qui peuvent répondre à cette problématique de recrutement. Et ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'était globalement, finalement, la posture dans laquelle vous emmeniez l'entreprise, qui était de se rendre compte d'une certaine réalité. Souvent, les entreprises disent « je galère, j'arrive pas à trouver les choses ». En quoi ça a pu aussi aider des logiques de mobilité ou d'implantation ? Ça, c'est vraiment important ce que vous dites. C'est le conseil qu'on donne aux entreprises. C'est quand on fait un feedback à une entreprise, quand une entreprise nous expose une problématique, j'ai une problématique, j'arrive pas à recruter un conducteur de travaux gros œuvres, par exemple. Conducteur de travaux gros œuvres, j'ai une mission en cours, j'ai 150 candidats appelés, bon, j'ai un recrutement cet après-midi, j'espère que ça va marcher. L'entreprise, elle nous expose sa difficulté. Elle nous dit, ça fait 1 an que je cherche un conducteur de travaux gros œuvres à Paris, j'arrive pas à trouver. Le fait qu'on arrive en lui disant « oui, je comprends votre problématique » et en lui montrant notre big data, en lui disant « ben voilà, sur le marché des conducteurs gros œuvres en Ile-de-France, on a tant de demandes d'offres d'emploi et on a tant de candidats disponibles dans nos bases. » Du coup, ça permet de pouvoir répondre, entendre et donner le feedback à l'entreprise et qu'elle puisse comprendre pourquoi il y a une telle problématique sur ce marché-là et qu'elle puisse... disons qu'on est ensemble à réfléchir ensemble, à trouver une solution plutôt que à se dire voilà, on n'y arrive pas.
Ça, c'est vraiment important. Et derrière, par exemple, ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir aller attirer ces conducteurs ou pour pouvoir, sur d'autres bassins d'emploi, par exemple, pour pouvoir faire en sorte de répondre à sa problématique. Ça va être réfléchir à attirer d'autres profils de manière géographique, mais c'est aussi travailler à son attractivité, l'attractivité des offres d'emploi. C'est aussi travailler à l'attractivité de l'entreprise. C'est aussi réfléchir à la rémunération, est-ce qu'on est en adéquation avec le marché. C'est aussi réfléchir à tout ce qui peut faire que le conducteur de travaux gros œuvre, il va aller dans telle entreprise plutôt que dans une autre. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui, compte tenu de la difficulté de recrutement sur certains métiers. L'attractivité de l'emploi, c'est vraiment quelque chose qu'on apporte en termes de conseils aux entreprises. Ça, c'est important. Évidemment, toutes les grandes entreprises réfléchissent à leur marque employeur, à leur attractivité. Et donc, du coup, cette solution, on la commercialise. On peut la commercialiser en termes de panorama de l'emploi pour que les grandes entreprises puissent avoir accès quotidiennement à cet outil. Mais on l'utilise aussi pour les petites structures. La valeur ajoutée, elle est vraiment importante aussi sur les petites structures ou les moyennes structures, les PME, qui n'arrivent pas forcément à se rendre compte, ils ne recrutent pas tous les jours, enfin, elles recrutent régulièrement, mais pas tous les jours, elles n'arrivent pas forcément à se rendre compte de la difficulté et de l'état du marché de l'emploi. Et le fait de pouvoir faire une analyse avec eux de leurs problématiques de recrutement, ça leur permet d'avoir un autre angle de vue sur leurs problématiques d'employeur. Et du coup, à vraiment changer la donne pour qu'ils soient vraiment dans une posture de j'attire des candidats et j'attire des candidats qui ont envie de venir chez moi, plutôt qu'à se dire je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à recruter. Merci. Là, vous êtes finalement arrivé, je dirais qu'une solution clé en main maintenant auprès des entreprises. Et je me retourne vers vous, Véronique. Vous avez été dans la mise en œuvre, vous parliez avant du fait qu'à la fois l'algorithme apprenait et que vous avez appris. Et est-ce que vous avez rencontré des résistances ou des dimensions, ce qu'on appelle les freins au changement, auxquels vous attendiez peut-être pas Alors, oui, bien sûr. En fait, je ne m'attendais pas à une première résistance qui a été celle des personnes chargées de l'accompagnement des salariés, à qui je donnais cet outil qui devait les aider à accompagner les salariés. Et en fait, quand je leur ai présenté l'idée avec ma pêche habituelle, ils trouvaient ça assez génial. Et puis le jour où on l'a mise en œuvre, ils se sont dit « Ah oui, non, mais tu sais, moi, finalement, j'en ai pas besoin parce que moi, je connais bien mon marché, donc j'ai commencé à creuser un peu. En fait, il y avait une peur de perdre leur métier. Donc ça a été la première résistance. Or, le sujet n'était pas celui-là. Le sujet était non pas de leur faire perdre leur métier, c'était au contraire de leur donner une plus-value supplémentaire. Mais en effet, la grande peur de l'ubérisation absolue des RH et de tout faisait que ils avaient très peur de perdre leur métier. Donc ça a été mon premier sujet. Le deuxième sujet, celui-là, je m'y attendais, c'est comment je convainc ou comment ces gens-là arrivent à convaincre le manager recruteur qu'il faut qu'ils prennent le risque, entre guillemets, de recruter quelqu'un qui, sur le papier, est prouvé par les millions de data qu'on lui donne que cette personne a le potentiel à faire. Et là, il y a un mindset un peu français, il faut reconnaître, de vouloir plutôt prendre des gens qui sont de la même école que moi, qui ont fait le même parcours que moi, et au moins, j'ai pas peur, je suis rassurée. Donc, il y a un vrai travail aujourd'hui d'arriver à convaincre les managers qu'il faut tenter le coup et que de toute façon, il n'avait personne sur son poste. Donc, autant qu'ils prennent quelqu'un dont on lui garantit, entre guillemets toujours, parce que si j'avais une baguette magique, je la vendrais cher, mais où on garantit qu'en effet, il y a toutes les chances que ça puisse marcher. Après, il y a aussi quelque chose autour de comment on implante les startups en mode SaaS, enfin les solutions en mode SaaS, sur le SI des grosses entreprises comme la mienne. C'est un sujet pour lequel, moi j'ai réussi à faire passer le sujet. C'est quand même assez compliqué parce qu'il y a tout l'aspect sécurité des données personnelles sur lequel il faut vraiment se pencher. C'est un vrai sujet. Et il y a vraiment... alors l'avantage de Clostry, c'est qu'elle s'est pliée à toutes nos énormes règles. On a été faire du hacking chez eux, on les a passés à toutes les moulinettes possibles pour être sûr que ça marchait et ça marche. Après, il faut que le SI de l'entreprise accepte qu'ils viennent se pluguer dessus. Il y a souvent un décalage de phase entre un mode SaaS et nous, des modes qui ne sont pas encore totalement SaaS. Donc voilà, on a des enjeux techniques pour intégrer ces solutions-là. Alors, on y vient, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix.
Mais voilà, c'était aussi... Alors, je m'y attendais aussi, hein, mais ça se gère. Après, le vrai sujet, c'est que l'implantation de ces solutions-là, il faut que ça vienne de très haut. Moi, j'avais le soutien du DRH du groupe, voire du président, puisqu'on avait été lui présenter la solution. C'est plus facile, c'est plus facile ensuite, quoi, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur et que c'est pas dans l'ADN des gros groupes d'intégrer ça tout de suite, sans réfléchir. Maintenant, bon, ça commence à rentrer. Bon, en plus, Orange est assez... start-up friendly, mais malgré tout, quand on vient plugger ça sur le SI d'un monde d'ingénieurs, il y a un peu de boulot. Voilà. Mais bon, ça se fait. Avec la persévérance. C'est ça. Vous évoquiez avant la notion, Caroline, de passerelle de compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dans ce côté, comment on utilise les données qu'on a à disposition en termes de compétences par rapport à des évolutions de métiers Alors en fait, nos 30 000 compétences, on les a moulinées, remoulinées. Alors pas seulement avec des ordinateurs, mais avec des hommes derrière. Donc les 25 experts métiers du réseau Randstad ont travaillé 2 fois 2 mois pour faire en sorte de pouvoir matcher ces compétences et faire en sorte de pouvoir avoir des liens entre chacune des compétences. L'idée étant de pouvoir voir dans quelle mesure un opérateur de production peut devenir soudeur, par exemple. C'est le plus facile. Un opérateur de fabrication peut devenir ajusteur cellule pour répondre aux besoins de l'aéronautique. L'idée étant de voir, pour matcher ces compétences, de voir quelles sont les passerelles qui sont les plus faciles en termes de métier. Alors, il y a des choses qui sont forcément très simples, et puis il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. De savoir qu'à partir du moment où on a travaillé dans la vente et qu'on a travaillé sur, par exemple, un relationnel candidat, un relationnel client, on peut aller travailler dans une structure qui permet de faire du service rapide et de l'accueil de clients dans le service rapide mécanicien automobile, par exemple, qui est un métier sur lequel on a des difficultés. Agent de comptoir en mécanique automobile, par exemple, c'est un métier sur lequel on a des difficultés de recrutement. Donc l'idée étant de voir ces passerelles et de voir comment est-ce que on peut amener certains candidats vers d'autres métiers. Aujourd'hui, en tant que groupe Randstad, on va commercialiser de l'intérim, on va commercialiser du recrutement CDI, CDD, et on va commercialiser aussi tout ce qui concerne les solutions d'apprentissage, de contrats de professionnalisation, etc., pour répondre aux besoins des clients. Aujourd'hui, en fait, cette partie apprentissage, contrat de professionnalisation, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant, qui devient prégnant dans notre activité. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains métiers qu'on ne trouve plus. Le mécanicien service rapide, on ne trouve plus. Le soudeur, on ne trouve plus. Quand je parle de ingénieur en électronique de puissance, par exemple, on ne le trouve plus. Il y a des métiers qui sont plus formés en France. Et donc, du coup, c'est vraiment important de trouver des passerelles, soit pour former des gens. Et donc, du coup, cette passerelle de compétences, elle va nous aider à identifier dans quel bassin et sur quel métier on va aller chercher les gens qui vont devenir la cible qu'on cherche. Et puis, ça va nous permettre aussi de pouvoir, si jamais on n'a pas de solution de formation, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions de sourcing ? Et là, on va passer, s'il n'y a pas de solution sur le territoire français, sur du sourcing international. Et vous parlez de formation, et ça me rappelait, on a eu cet échange où souvent, lors d'interventions, j'étais avec des jeunes RH, et je leur demandais, est-ce que vous connaissez le projet Orange et Clustry ? Les alternants me disaient, ah ouais, nous, en tant qu'alternants, on utilise ça, et ça me posait question. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé entre les alternants, Clustry et Orange ? Alors, on avait une problématique chez Orange qui est qu'on s'est engagé dans un accord intergénération à recruter à peu près 50% de nos CDI issus de nos alternants. Il faut savoir qu'on a 5000 alternants dans le groupe en permanence, donc ils bougent par moitié tous les ans. Et mon sujet, c'était que je les perdais, en fait, parce que comme j'avais pas leur bonne adresse, enfin, ils avaient une adresse orange.com quand ils étaient chez Orange, et puis dès qu'ils sortaient, je les perdais. Et effectivement... l'idée a été d'utiliser la solution Clustry pour faire de la rétention, c'est-à-dire que 3 mois avant qu'ils aient fini, on leur écrit et on leur dit coucou, vous avez passé 1 an, 2 ans, 3 ans chez nous. Si vous avez envie de garder un lien avec Orange et qu'on vous fasse des propositions d'offres, cliquez là. Ils arrivent sur la plateforme Clustry qu'on a appelée Mon Premier Job.
qui est une solution que Cluster a développée pour nous. Là, ils rentrent ce qu'ils veulent comme compétences, CV, etc. Ce qu'ils font pas forcément d'ailleurs toujours très bien. Ils sont un petit peu... ils ne le font pas à fond, ce qui fait que du coup, des fois, on leur fait des propositions d'offres qui répondent bizarrement pas à leurs demandes. Et on fait matcher nos offres externes avec leur profil toutes les heures. Et on leur pousse des offres qui correspondent à leurs compétences. Même chose que ce qu'on fait en interne. Et s'ils ont envie d'appuyer sur le bouton et de candidater, bah, ils le font. C'est assez intéressant parce que alors, ça ne nous ramène pas des milliards de candidats, même si on a fait quelques recrutements en CDI issus de cette solution-là. En revanche, en termes de marque employeur, d'image employeur et de on prend soin de nos alternants, c'est vrai que ça a un vrai impact. Impact que je n'avais pas imaginé au départ, en fait. Moi, mon sujet, c'était de garder un lien avec eux, puis de pouvoir les recruter. Et au fond, ça a aussi un effet d'image. Donc voilà, comme quoi, des fois, il y a des effets induits qu'on n'avait pas prévus, mais qui sont des effets très, très positifs. Et donc, ouais, ça marche bien. Ouais. En termes d'effets induits, dans les choses qu'on avait eues, à un moment, je vous posais la question et au-delà de l'entreprise, au-delà du candidat, qu'est-ce qu'il en est d'une offre d'accompagnement des collectivités territoriales? Et globalement, c'est quelque chose sur lequel vous allez aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple rapidement? Oui, en fait, on s'est aperçu qu'évidemment, notre solution, elle était intéressante pour les entreprises, pour développer leur attractivité. Et les aider à recruter. Elle était intéressante aussi pour les candidats, pour les aider à trouver leur voie, changer de métier, développer leur employabilité. Et puis, elle était aussi intéressante pour les collectivités territoriales et les services publics, pour leur donner une bonne vision de leur bassin, pour leur donner une bonne vision de qu'est-ce qu'ils avaient à mettre en œuvre en termes de politique de formation, en termes de politique d'attractivité des entreprises, par exemple. En termes de politique de formation en contrat d'apprentissage, en contrat d'alternance, etc. Et donc du coup, on s'est rapproché et on a commercialisé en fait notre offre. Donc on peut commercialiser notre offre auprès des entreprises, auprès des candidats avec notre filiale HR Consultancy Partners, qui est notre filiale dédiée à la mobilité, pour l'accompagnement hors classement, par exemple, ou des perspectives de mobilité personnelle. Et après, on a aussi la possibilité, grâce à cette filiale, de commercialiser en fait l'outil et de réaliser des études spécifiques pour des bassins d'emploi, que ce soit des communautés de communes, que ce soit des départements ou que ce soit des régions. Et donc, du coup, on est en contact avec un certain nombre de collectivités pour pouvoir réaliser cette étude et les aider à promouvoir en fait l'emploi, développer l'emploi dans leur secteur. Comme quoi, quand on parle de la donnée, on peut aller très loin. Le temps file. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions audacieuses à nos deux témoins? Qui se lance? Qui a l'audace de se lancer? Oui. Moi, je voulais savoir, au niveau d'Orange, combien de temps ça vous a pris pour mettre en place un tel outil? Combien de temps? De temps, oui. Écoutez, j'ai rencontré Bénédicte de Raffaelli-Soissons en juillet 2015, 14, je ne sais plus. Ça m'a mis entre le moment où elle est venue me le présenter, où elle a fini par m'amener un produit et où on a vraiment mis en place le produit. Il y a 6 mois de travail qui est un vrai travail de projet pour monter le projet, pour travailler sur l'algorithme, pour travailler sur les mots, sur l'adoption. Enfin, il y a toute la partie formation, adoption par les utilisateurs. Donc, en gros, il y a 6 mois. Ah oui. Alors, effectivement, le sujet, c'est que... alors, nous, on n'a pas laissé le salarié seul devant la machine. La seule chose qu'on lui laisse faire, c'est en effet de rentrer son CV. C'est-à-dire quand il appelle un conseiller en accompagnement, puisqu'on en a un certain nombre dans l'entreprise, on lui envoie un lien où on lui dit si ça t'intéresse, appuie là et ensuite on en discutera ensemble. Et donc là, il peut rentrer son CV comme il veut, c'est-à-dire un lien LinkedIn, du papier,
un fichier Word, enfin ce qu'il veut. Et en plus, il a la possibilité de rentrer à la main des compétences ou des lieux de mobilité dont il serait friand, etc. Donc il y a des choses qu'il peut faire à sa main. Il peut expliquer aussi les compétences qu'il a dans une association de je sais pas quoi, etc. Et c'est tout. Et ça prend 2 minutes. Et après, l'algorithme tourne et c'est là que... Et en même temps, Clustry va chercher nos offres, les offres qui sont ouvertes à l'instant T dans l'entreprise et fait matcher et sort le matching pour le salarié. Mais qui est toujours accompagné par un RH qui va lui expliquer ce qu'il voit sur l'écran, en fait. Ouais. D'abord, on n'a eu aucun refus, parce qu'on leur donne le choix de dire non. C'est le principe de l'opt-in, hein, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie, ils ne font pas. Il y a eu même des surprises, il y a quelques jolies histoires de gens qui ne pensaient pas bouger. Donc aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose... Alors, autant, voilà, un deuxième effet induit, c'est qu'au départ, moi, je pensais que je le mettrais vraiment en outil de mobilité immédiate, c'est-à-dire j'ai envie de bouger, j'appuie sur le bouton. Et en fait, on se rend compte que c'est un outil d'aide à la réflexion sur le parcours professionnel. Donc du coup, ça permet, c'est un côté riche, c'est un côté aussi qui permet de dire qu'on y est, quoi. C'est utile, ça fait pas peur, ça marche, et le big data, on pourra pas faire sans. Donc on va arriver à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à aller plus loin, c'est-à-dire à laisser complètement le salarié faire ses trucs, même si on va peut-être lancer un test pour voir, mais sur une population captive sur laquelle on va vraiment mesurer. Après, l'idée... du bout, c'est une marketplace, tout le monde est autonome, je rentre les compétences du salarié dont j'ai besoin, moi manager, et puis hop, il me montre tous les CV. Mais ça suppose qu'on a une base de compétences, etc. Donc, mais en tous les cas, ça a l'aspect vertueux d'ouvrir un peu les chakras et le champ des possibles des salariés qui ont envie de réfléchir à une mobilité. Alors, moi, j'avais une question pour les années à venir, parce que j'ai un rêve depuis longtemps. C'est de voir des groupes comme Randstad, pourquoi pas Orange, travailler avec Pôle emploi ou l'APEC pour pouvoir projeter à partir de formations, de parcours professionnels, des conseils en orientation professionnelle. En se disant finalement sur 10 000 personnes qui ont fait un BTS technique de commercialisation, que sont-ils devenus? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un projet un peu d'open data en faisant travailler des groupes comme le vôtre et les acteurs de l'emploi? Ça serait bien sûr avec grand plaisir. On se voit tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment important. Nous, on a envie d'apporter des solutions aux employeurs, d'apporter des solutions aux candidats. Et quand je vois que, par exemple, l'éducation nationale ferme certaines filières et oriente parfois des candidats sur des filières qui de toute façon, on sait, ne vont pas être adaptées au marché de l'emploi aujourd'hui. Ça me fait mal. Et du coup, plus on sera en amont pour réfléchir en fait à comment est-ce qu'on va orienter nos jeunes sur les métiers les plus en pénurie aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble pour réduire le chômage et faire en sorte que tout le monde se trouve sa satisfaction, bien sûr. Et moi, je fais toujours le parallèle avec mon fils et il est tout jeune, il a 12 ans, mais du coup, il commence à réfléchir à son orientation et je me dis, mais quelle chance j'ai de travailler dans un groupe intermédiaire de l'emploi pour lui dire, voilà, ce métier-là aujourd'hui, c'est un métier sur lequel il y a beaucoup de monde. Tu vas voir, il voulait être architecte. Ok, architecte, mais du coup, architecte, il y a beaucoup de monde en ce moment sur la partie architecture. Est-ce que tu veux pas être plutôt conducteur de travaux, directeur de travaux, responsable d'études de prix? Et du coup, ça permet d'être intermédiaire, ça permet de savoir ce qui se passe sur le marché de l'emploi et du coup d'orienter et les candidats et les entreprises. Une dernière question? Oui. Oui, bonjour, une question pour Caroline. Quand vous disiez tout à l'heure que vous analysiez le marché des postes en fonction d'un poste que vous aviez à pourvoir, pour voir tout ce qui existait sur le marché, vous le faites à chaque fois avec votre outil ou vous le faites que sur des gros volumes de recrutement? Alors en fait, cet outil-là, il est disponible sur toutes les tablettes. Tous les consultants Randstad ont une tablette. Et il est disponible sur toutes les tablettes des consultants Randstad quand ils vont en rendez-vous chez leurs clients. Donc la consigne qu'on a donnée au réseau Randstad, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont voir un client pour faire une découverte d'entreprise, ils prennent leur tablette et qu'ils expliquent et qu'ils voient avec le client ce qui existe par rapport à ce besoin-là et qu'ils puissent trouver des solutions ensemble par rapport à ça. Donc c'est disponible à l'instant T tout le temps pour les consultants.
quand ils rencontrent leurs clients et quand ils ont le besoin de recrutement. Oui, en fait, ils voient les postes ouverts, ils ne voient pas les nombres de personnes qui postulent, parce que du coup, cette donnée-là, on ne l'a pas, les candidats sur l'ensemble du marché. Nous, ce qu'on pour objectiver, c'est les candidats qu'on a dans la base de données Randstad. La côté entreprise, on a tout le panorama de l'emploi digital. Côté candidat, on a notre base de données à nous. Qu'il faut remettre en perspective, mais on a quand même une bonne visibilité déjà avec notre base. Merci. Bon, je crois qu'on va être au bout. Un peu frustré parce que dans les échanges qu'on a eus, à mon avis, je pense qu'on aurait pu y passer l'après-midi en creusant les différentes réalités. Un grand merci. Merci à vous. De l'interne, de l'externe, de vous être coordonnés.